Nous sommes en 1793. La Révolution française plonge dans le chaos et l'un des plus grands musiciens français est emprisonné. Fils d'une esclave, le chevalier de Saint-Georges est devenu un héros populaire des plus adulés. Mais ici, dans cette prison, l'héritage de celui qu'on a surnommé le Mozart noir sombrera dans l'oubli. La vie de Saint-Georges est jalonnée d'exploits. L'un des meilleurs escrimeurs d'Europe, il est surtout un violoniste célèbre et un compositeur dont l'influence se fait sentir chez Mozart. Mais il faudra attendre 200 ans avant que sa musique ne revive. He, as a character, is a mystifying, alluring, just a bigger-than-life kind of human being. I mean, most people are astonished when I tell them there's a composer who happens to be black during the time of Mozart. People are surprised. That can't possibly be. There's no doubt about it that the Parisian public adored him at the time. He was exotic. He was one of the best violinists they had, and he turned Paris into the Mecca of symphony. I'm interested in Saint-Georges, and I'm discovering that other musicians in other parts of the world are interested in Saint-Georges at the same moment. Something is happening astrologically, or I don't know what it is, that can account for that. But there's a certain style in the air. There's a certain spirit, musical spirit in the air. Saint-Georges attend qu'on le conduise à la guillotine. Une mort aussi spectaculaire est à la mesure de la vie épique de cet homme.
l'histoire du premier compositeur noir de musique classique débute sur un autre continent. Saint-Georges vient au monde en Guadeloupe en 1745, le jour de Noël, d'un riche planteur et de sa maîtresse, une esclave. La fortune de la famille Boulogne provient de l'exploitation du sucre, du café et du labeur des esclaves africains. Les perspectives d'avenir de Saint-Georges en Guadeloupe sont minces, puisque la loi nie aux mulâtres le droit à la propriété terrienne. C'est ainsi que son père prend l'audacieuse décision de ramener sa maîtresse et son fils unique à Paris, dans l'espoir d'en faire un gentilhomme français. The relationship between Saint George's father and him, there was just a real attachment between him and his son. He may have just found it impossible not to take him with him. He may have just adored him. The main gist, I think, the main thrust of the father's ambition for the boy was to see whether he could get him into society. Le jeune Saint-Georges arrive à Paris en plein siècle des Lumières. Son père souhaite lui offrir une existence plus libre dans cette grande capitale culturelle. Toutefois, ses ambitions se heurtent aux attitudes qui prévalent en France, notamment celle de voir les Noirs comme des serviteurs et des travailleurs, ou, pire encore, de les considérer comme des animaux sans âme, en cette époque où la traite des esclaves est encore une pratique lucrative et répandue. Being somehow between two worlds, one of which is in the lowest social strata, slaves, and the other one in the higher social strata, the aristocrats, this must have made him very insecure. L'escrime est le sport de l'aristocratie et une porte d'entrée dans la société. Saint-Georges est inscrit par son père à la prestigieuse Académie d'escrime de la Bossière dès l'âge de 13 ans. Il saisit cette occasion pour montrer ce dont il est capable. Élève modèle et discipliné, il consacre tout son temps à l'entraînement, perfectionnant son talent au point où tous en sont éblouis, y compris le fils de la Boissière, qui écrit « De tous les élèves de mon père, c'est à l'inimitable Saint-Georges que revient le premier rang. » À 15 ans, il battait les plus forts. À 17 ans, il était le plus rapide. Son agilité est étonnante et il n'a jamais blessé personne. Irrité par la renommée de Saint-Georges, de nombreux Blancs de partout en Europe le défient au combat. Actually, we have a kind of a proof of his father's ambition for him and how he pushed him. And that is the incident when another fencing master by the name of Picard started sending messages to Paris saying that he wanted to fight Boissier's mulatto, which was pejoratively used by him at the time. Humilié par la condescendance de Picard, Saint-Georges refuse de relever son ignoble défi. Mais son père l'en persuade, car chaque combat constitue une chance de prouver sa valeur et de préserver son honneur.
Picard est battu par Saint-Georges. Songeant au défi à venir, celui-ci retourne avec un nouvel acharnement à ses heures d'entraînement solitaire. Pour poursuivre l'éducation aristocratique de Saint-Georges, son père engage les plus grands musiciens de Paris, dont Gossec, Leclerc et Lully, pour lui enseigner le violon. Initié à la musique, Saint-Georges découvre sa voix. Il se consacre désormais à la maîtrise de l'instrument. His technique was extraordinary, almost as if the virtuoso fencer transferred his right-hand technique with the sword to the bow. François-Joseph Gossec, le professeur de Saint-Georges, est aussi le directeur du Concert des amateurs, un orchestre qui réunit les meilleurs musiciens français. Il invite Saint-Georges à y jouer comme premier violon. C'est un choix audacieux. Saint-Georges est une exception dans l'univers blanc de la haute société de la musique de concert. Mais le défi ne l'intimide pas et il impose vite son talent de virtuose. Le jeune violoniste reçoit un accueil enthousiaste du public parisien. I really believe that him being a mulatto in a white society made him work harder towards being recognized. Saint-Georges maîtrise rapidement le répertoire contemporain. Inspiré, il se tourne vers la composition, y trouvant un nouveau défi à relever. Il cherche passionnément à découvrir les limites du violon et à tenter de les repousser. The way that he wrote his music is so indicative of somebody who's like, I gotta be number one, I gotta be up there. His writing is very virtuosic. It's clear that he could get around the instrument very easily and had no technical limitations whatsoever in any regard. En explorant la virtuosité du violon, Saint-Georges engage l'instrument dans un dialogue agressif avec l'orchestre, dans une forme qui s'apparente au duel. Cette écriture dynamique trouve le sommet de son expression dans le cadre de la symphonie concertante, un genre musical exigeant pour les violonistes. When you play the concertos of Saint-Georges, you're not going to have a walk in the park. You're going to sweat a little bit. Even in some modern repertoire, I've never played quite as high on the fingerboard. I mean, what is it? I mean, I'm way up there. He keeps shooting you up there and then immediately back down. So I had to figure out how to do that. Oftentimes your hands will be, like this, or you'll be asked to do all these different things and come up with all sorts of interesting bowing. This is exciting for the audience. It's exciting for me. There was like about 4 measures that were just going to break me, or every night I kind of went like, oh my God, am I going to get it tonight?
The way that St. George used the bow and the technique and the effects that he produced must have surprised Mozart when he was in Paris, because we know that when he went back from Paris, he wrote one of the greatest works, the Symphony Concertante in E-flat major for violin and viola. And there we know that there is an influence directly from St. George, because there is a passage which is very uncomfortable because virtuosically it's difficult, which towards the end of Mozart's Symphony Concertante in E-flat sounds like this. And the St. George Concerto, Opus 5, number 2, has a passage that in E major goes. You see, there is a difference. It's half a tone higher. Mozart's in E flat and he's in E major. But they're identical and they're not typical passages used at the time. Les succès de Saint-Georges le rendent célèbre dans la haute société européenne. En 1773, on lui confie la direction du concert des amateurs de Gossec. C'est un triomphe pour Saint-Georges. Les portes de la classe dirigeante s'ouvrent et il devient un habitué des salons de l'aristocratie. Il est même invité à Versailles, où il joue avec la reine Marie-Antoinette. Il est désormais la coqueluche des femmes de la noblesse, séduite par son allure exotique et par sa renommée croissante. L'intérêt que les aristocrates accordent à Saint-Georges le porte à croire qu'il peut devenir leur égal. St. George obviously was a great lover. This man was a ladies' man. I think he was a serious, serious ladies' man. He certainly had his share of love affairs, it seems. He seems to have seduced everybody's wife, all the prominent noblemen of the time. His liaisons with women probably gave him a lot of satisfaction in more ways than one. But he was unmarriageable as far as European society was concerned. Not being able to get married must have been a source of undeniable sorrow for him. Not being able to have someone that would even consider you for a long-term relationship. En dépit de toutes ses réalisations, Saint-Georges n'a toujours pas trouvé le véritable amour parmi les femmes de la société parisienne. Jusqu'au jour où il rencontre la jeune Marie-Joseph, l'épouse du vieux général de Montalembert.
Marie-Joseph devient le grand amour de Saint-Georges. And according to two neighbors who were writing gossip cum journal at the time, their diaries mention the fact that there seemed to have been a baby which the general did not accept as his own. En ayant un enfant en dehors des liens du mariage avec Marie-Joseph, Saint-Georges revit l'histoire d'amour de ses parents. Il nourrit sans doute pour son bébé les mêmes espoirs que son père avait eus pour lui. When his son was born, it must have, obviously, it gave him the image of the possibility of being a father. It never happened. Obéissant aux ordres de l'époux de Marie-Joseph, la nourrice néglige le bébé et le laisse mourir. The second movement of the concerto really felt like he was having an emotional response to some event in his life. It really touched me like in my gut somehow. It just really pulled something out of me that I hadn't expected actually to experience with his music. What I love about the second movement of the violin concerto is, again, the simplicity of the elements that he uses. If you listen to the violas and the second violins and the opening is just one note. And then on top of that kind of thing. And on top of this melody. Just tender size. What could be simpler? 3 notes and 1 note in the accompaniment, and yet it's so moving. And this is what a great composer does. A great composer takes 1 note or one very simple element like and builds on it, and somehow it touches you more deeply than something very complex and convoluted. It's like great poetry or something where you just the right word, and it might be a very familiar word, but it's when, where, and how that makes all the difference.
En 1776, la carrière de Saint-Georges poursuit son essor. Il a dévisé sur le poste musical le plus convoité de France, directeur de l'Opéra de Paris. L'opéra symbolise la culture nationale. C'est le Hollywood de son temps, où se côtoient la gloire et le style sur fond de commérage. Saint-Georges est à la tête d'un groupe d'investisseurs qui veulent prendre le contrôle de l'opéra. Le bruit court dans tout Paris que son talent incontesté fait de lui le candidat favori du roi. Bientôt, les membres de la compagnie de l'opéra apprennent la nomination imminente de Saint-Georges. Leur réaction est immédiate. Les trois divas de l'opéra, des femmes puissantes, préparent une pétition qu'elles envoient à la reine. Elles lui écrivent « L'honneur et la délicatesse de notre conscience ne nous permettraient jamais d'être soumises aux ordres d'un mulâtre. » Cette campagne raciste sera la plus grande humiliation publique de la vie de Saint-Georges. He was denied that job. In fact, no one got the job at that point. There was no one else qualified to, it wasn't as if there were two qualified people and they took the white man. There was, in fact, no one else qualified at that moment in time, which must have made it even twice as painful. They took no one. But St. George, while I'm sure he spent days, perhaps weeks in seclusion, not seeing anyone, was not discouraged about his ambitions in writing opera, because he went on to write 6 or 7. Saint-Georges continue également à composer des concertos, toujours avec le soutien d'importants mécènes. Il passe une commande à Franz Joseph Haydn pour la composition de ce qui deviendra les Symphonies de Paris. Saint-Georges a l'honneur d'en diriger la première mondiale. Son succès le mène à la cour du duc d'Orléans. Il se lie d'amitié avec Philippe, le fils du duc, qui donnera à sa vie un tournant inattendu, la politique. Philippe est un aristocrate libéral. Il invite Saint-Georges à joindre le mouvement des réformes qui promet la démocratie, l'égalité et la fin possible de l'esclavage en France. Pour cet homme qui a fait sa fortune en courtisant l'aristocratie, la décision de joindre la lutte réformiste n'est pas des plus faciles. Avec le temps, cependant, il se convertit. Philippe emmène Saint-Georges à Londres, où le mouvement anti-esclavagiste est plus avancé qu'en France. Il y est accueilli comme une célébrité. Mais il découvre, surtout en Angleterre, la pensée et les écrits des leaders abolitionnistes. Leurs convictions l'inspirent. Son esprit s'ouvre à la possibilité de lutter pour tous les autres citoyens de descendance africaine qui n'ont pas eu sa chance. Il retourne en France avec Philippe, désormais convaincu que la réforme s'impose. Cependant, le mouvement commence à prendre les allures d'une révolution. Lorsque les pressions réformistes échouent à renverser le pouvoir de la monarchie, le peuple français prend les armes et force le roi à abdiquer. Une nouvelle république voit le jour, avec à sa tête un nouveau gouvernement du peuple et un nouveau rôle pour Saint-Georges auquel il n'avait jamais songé. Une coalition des monarchies européennes menace le pays. Le nouveau gouvernement appelle le peuple à s'enrôler pour défendre la République.
On se tourne vers Saint-Georges, le compositeur, et on l'invite à devenir Saint-Georges, le soldat. Il est célèbre pour son maniement du fleuret, mais il n'a jamais fait la guerre. Il sait déjouer les fourberies de la haute société, mais il ne connaît rien aux tactiques du champ de bataille. On lui demande de commander un régiment, une entreprise de taille. Sa popularité d'artiste pourrait lui éviter de monter au front, mais croyant à l'émancipation, il décide de vouer son existence au combat. De tous les coins de la France, les hommes de couleur répondent à l'appel du célèbre mulâtre. Il constitue un régiment de 1000 hommes, la Légion de Saint-Georges. Au cours des mois qui suivent, il participe activement à la campagne contre l'invasion autrichienne. On devrait le proclamer héros de guerre, mais la Révolution plonge dans le chaos. Les guerres de factions, la panique et la suspicion étouffent la démocratie naissante. Le roi est exécuté. Le règne de la terreur s'installe. La guillotine menace tous ceux qui ont eu des liens avec la noblesse, dont Saint-Georges. Ce dernier a passé sa vie à combler les attentes de son père, usant de tous ses talents pour se tailler une place au sein de l'aristocratie. Ses anciennes ambitions sont devenues, en cette année 1793, un motif qui justifie la peine de mort. Arrêté, emprisonné, il attend son exécution. L'ami intime et mentor de Saint-Georges, Philippe d'Orléans, désireux de prendre ses distances avec l'aristocratie, change son nom pour Philippe Égalité. Mais, sous la terreur, ses efforts pour échapper au destin demeurent vains. Pendant que Saint-Georges est emprisonné, le gouvernement français abolit l'esclavage. Toujours porté par les idéaux de la Révolution, Saint-Georges, de sa cellule, proteste auprès du comité de salut public dans cette lettre, l'une des quelques missives qui lui ont survécu. Citoyens, je réclame avec confiance de votre justice une réparation bien due par les persécutions dont j'ai été victime. Mon dévouement pour la Révolution est connu de toute la République, et le plus ardent de tous mes vœux est de continuer à servir ma patrie, de lui sacrifier la dernière goutte de mon sang. Il signe simplement Georges. Sa requête est rejetée. Un à un, ses amis sont exécutés. La société qu'il a connue n'est plus. Dorénavant associée à une époque décadente, sa musique est méprisée et sombre dans l'oubli. How much of his music is left is a very good question. What we have now is about a third of it. I don't think there's a hope of finding all of it. I'm sure some of it just simply got burned in some building in the French Revolution or something and just is no more. I think black children need to know that there was a great composer in the European style. I think we all need to know that. I think that whether
kids be Asian or Caucasian or what have you, Jewish, I don't care. But he certainly is an important enough person as a composer, important enough person as a character of history, that I think that it's criminal to submerge him beneath the waves of history. It is important. I think that's an important aspect, that it wasn't just the white guy who was being supported by royalty and making this kind of music. The arts belong to all of us, whatever color or sex or religion we are. It belongs to all of us. As a performer, I think my job is to play the music, get it out there, get people to know the story and to appreciate the music and to be curious, because once people are curious about the music, that creates a demand, and then somebody will have to do this publication, won't they? So it's just to promote it. It's to exposure as much as possible. I'm hopeful that the music of Saint Georges now enters into the concert scene and that we don't lose track of this again.
En 1794, Saint-Georges retrouve sa liberté. Délaissant ses ambitions passées, il consacre les dernières années de sa vie à la musique, composant et jouant avec brio pour de petits orchestres. Il meurt à 54 ans, seul. My favorite part in St. George? Wow. Okay.